Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'ouvrir avec vous cette nouvelle boîte à malice dans laquelle aujourd'hui il sera question de sérigraphie avec Schmirlab, une toute nouvelle boutique messine entièrement dédiée à cette pratique. Nous pousserons les portes de la petite librairie à Ars-sur-Moselle pour nous enquérir du coup de cœur d'Evelyne. Et dans la série Livres, nous vous présenterons également la première lauréate du prix du livre de l'écologie qui a été décerné il y a quelques jours. Tout cela sans oublier un nouveau tour complètement déjanté de Tom et le Lord et notre clip de la semaine. Mais tout de suite, nous allons retrouver l'interprète québécoise Isabelle Boulay qui, rappelez-vous, a participé en octobre dernier au spectacle 1939 Soudain nous sommes partis, proposé à l'occasion des commémorations de Moselle déracinée, un spectacle qui retrace l'exil de près de 300 000 Mosellans pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors Isabelle Boulay avait-elle connaissance de ce pan de l'histoire? Comment a-t-elle appréhendé ce spectacle? Eh bien, pour le savoir, ouvrons tout de suite la boîte à malice. Bienvenue. Isabelle Boulay, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'accorder cet entretien. Vous avez été sollicitée par Jackie Lox, le chef de chœur, pour participer à une très belle aventure, l'opéra pop 1939, Soudain nous sommes partis, qui évoque un pan douloureux de l'histoire mosellane, à savoir l'évacuation de plus de 300 000 Mosellans entre 1939 et 1940. Est-ce que vous connaissiez cet épisode? Bien, en fait, j'en avais entendu parler, mais le spectacle m'a fait voir ça d'une autre manière. Donc, mais évidemment, je connaissais un peu l'histoire. Je suis très flattée d'en faire partie, de faire partie de cette espèce de grand opéra, là, et d'arriver à venir illustrer des parties de cette histoire-là. Je pense que c'est une des plus grandes épreuves, à part perdre quelqu'un qu'on aime, je pense que d'être déraciné, c'est une épreuve vraiment difficile à traverser dans une vie humaine. Et chanter l'histoire, justement, avec un grand H, ça doit être pas évident forcément aussi à traverser ça quand on est sur scène et qu'on chante de telles chansons. Dans mon parcours de chanteuse, il m'est arrivé souvent de me faire demander de venir chanter pour des commémorations. Je ne sais pas, c'est peut-être mon côté interprète qui ressort, parce que quand on est une interprète, on ne chante pas que notre vie, on chante l'histoire des autres. Les chansons, parfois, nous amènent à comprendre, à prendre avec nous. Donc, comprendre, c'est prendre avec soi. J'aime bien avoir cette fonction-là. Je me suis dit, puis en plus, moi, je suis une voix un peu d'ailleurs, mais d'une certaine manière, je suis aussi une fille de l'Est dans ma propre histoire personnelle. C'est un honneur pour moi à chaque fois, parce que je me dis, quelque part, je suis choisie comme un instrument qui vient raconter l'histoire de l'humanité, en fait. Vous avez évoqué Une fille de l'Est, qui est aussi une chanson de Patricia Cass, que vous allez interpréter également, avec une chanson de Francis Cabrel, C'était l'hiver. Qu'est-ce qu'évoquent ces deux chanteurs à vos yeux, et ces chansons en particulier lors de ce spectacle? Bien, la chanson C'était l'hiver, c'est une des chansons de Francis, je trouve, les plus fortes, parce qu'elle parle d'un sujet extrêmement délicat, et d'une façon si belle, parce que arriver à évoquer le suicide d'une si belle manière, je pense que ça prend la sensibilité et la plume de Cabrel pour arriver à le faire avec autant de délicatesse, et que la chanson passe. Une fille de l'Est, c'est vraiment l'empreinte de Patricia Cass. Donc, c'est un peu particulier pour moi d'interpréter cette chanson-là, parce que Patricia Cass, pour moi, dans sa voix, il y a toute son histoire. Il y a son histoire à elle, mais il y a l'histoire
de l'endroit d'où elle vient. En fait, le caractère particulier des gens de l'Est est évoqué dans cette chanson-là. Ce qui les rend uniques, ce qui les distingue, ce qui évoque leur force aussi, leur force exceptionnelle, la capacité de résilience, la dignité aussi. Et je pense que quand on est coupé de nos racines, on pousse différemment, mais on reste encore plus ce que l'on a toujours été. Vous allez également interpréter une chanson pleine d'espoir, puisque c'est l'hymne à la beauté du monde, que vous connaissez bien, puisqu'elle figure sur l'un de vos albums, État d'amour, chanson qui a été écrite par Luc Plamondon, interprétée à l'origine par Diane Dufresne. On peut dire vraiment que cette chanson, c'est un hymne universel. L'histoire de cette chanson-là, c'est que il y a une jeune femme qui s'est immolée et qui a crié « Ne tuez pas la beauté du monde ». Et donc, Luc, ça l'a bouleversé et il a écrit cette chanson-là suite à cet événement-là qui était un événement fort et fort tragique. C'est une chanson qui est toujours d'actualité. C'est une chanson qui évoque les blessures, les accidents de parcours. C'est une chanson qui évoque aussi les forces de la nature, les forces de la vie qui sont toujours plus grandes que nous. C'est un constat lucide sur la vie, mais c'est une chanson qui amène dans l'espérance. Puis la musique de Christian Saint-Roch, ça ouvre justement. C'est une chanson qui porte l'espoir. Oui, qui appelle au lyrisme. Oui. Un lyrisme qui sera porté par les choristes et qui est porté par les choristes. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous vous produisez sur scène aux côtés des choristes? L'émotion est forcément décuplée? C'est vrai que d'être porté comme ça par des chœurs, c'est très galvanisant et ça ne peut que nous emmener dans des émotions qui nous dépassent et surtout dans une mouvance qui est très positive. Et ça va toucher aux cordes profondes de l'humanité quand on chante avec des chœurs parce que on peut être de confessions différentes, mais quand on se met à chanter ensemble, on est tous unis, on est tous un même cœur. Oui, c'est la fraternité. Alors on va laisser Moselle déracinée un petit peu de côté. Noël approche, une période que vous aimez particulièrement. Oui. Fin 2019, vous avez d'ailleurs sorti un album, En attendant Noël. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette période? Quels souvenirs vous en gardez? J'ai grandi dans un village et la directrice de l'école était une religieuse. Donc, il y avait tout ça qui nous amenait un peu dans l'exceptionnel et dans l'espace du rêve. Noël, c'est aussi un peu un temps suspendu, un temps qui est en dehors du temps où on a l'impression d'être dans une bulle de protection. En tout cas, toute la période qui précède, ça m'a toujours amenée dans ma part d'enfance. Il y a quelque chose d'assez magique et même si, la veille de Noël, en 1980, notre père a eu un accident de voiture très grave, Noël est toujours resté pour nous le symbole d'une période un peu exceptionnelle où, qui nous amenait dans un autre espace-temps. Alors, avant de nous quitter, je vous ai réservé un questionnaire autour de Noël, particulièrement rapide. Hein. Cuisinez-moi votre plat pour Noël, votre meilleure recette. Quelle est-elle? Ma meilleure recette? Oh mon Dieu! Bien, je réussis très bien tous les plats mijotés. Mais mon fils aime particulièrement mon ossobuco. Bon,
compte sur vous pour nous inviter. Avec plaisir. Il est minuit, je vous invite à jouer les DJ. Donnez-moi 3 chansons de votre playlist. I'll Be Home for Christmas, qui est ma préférée. Mon Dieu. Peut-être les chansons qui vous ont marqué, si vous deviez prendre avec vous 3 chansons. Si je devais partir avec 3 chansons à écouter jusqu'à la fin de ma vie, Je t'aimais, je t'aime, je t'aimerai, de Francis Cabrel. C'est difficile, j'aime beaucoup de chansons. La plus belle chanson, pour moi, une des plus belles chansons, c'est un Québécois qui l'a écrite, il s'appelle Michel Rivard. Et le titre, c'est Le retour de Don Quichotte. C'est une chanson magnifique. Après, il y a une chanson de Richard Desjardins, qui est un autre Québécois, qui s'appelle Jenny. C'est un ouvrier qui a écrit une chanson pour sa femme et qui lui parle dans la chanson. C'est extraordinaire. On a envie d'être sa femme, quoi. On a envie d'être la fille de la chanson. Bon, bah ça y est, on a notre trio gagnant. Et enfin, hormis le Père Noël, à qui croyez-vous? En qui? En qui je crois? Je crois dans toutes les personnes qui sont dans leurs paroles. C'est-à-dire que le mot dit, le mot prononcé et l'action qui suit sont cohérentes. Je crois dans la parole des hommes, la parole tenue. Si vous aviez la possibilité d'inviter une personnalité à votre table, vivante ou décédée? J'aurais aimé rencontrer Barbara parce que j'ai jamais pu aller la voir chanter. Et je sais pas, c'est quelqu'un que je trouve, une personne que je trouve assez drôle, vive d'esprit, fascinante. Mais il y a beaucoup de gens que je voudrais. Mon Dieu, c'est une bonne réponse. Elle est parfaite. On reste sur Barbara. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Et puis on vous souhaite le meilleur. Merci. Très beaux albums encore pour les années à venir. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Et bonne nouvelle, notez que le spectacle 1939 Soudain nous sommes partis sera diffusé sur notre antenne pour les fêtes. Ne manquez surtout pas le rendez-vous, plusieurs dates de diffusion sont proposées. Le 1er janvier à 16h et 22h et le 2 janvier à 19h. Tout cela se passe sur Moselle TV bien sûr. Et si vous souhaitez faire l'acquisition du DVD du spectacle, vous pouvez le faire via la plateforme Hello Asso. Dans notre boîte à idées aujourd'hui, on retrouve une invitation à faire ses courses pour les fêtes à la grande escroquerie de Noël. 4e édition déjà pour cet événement qui réunit plus d'une 50aine d'artistes, d'artisans, de producteurs locaux dont vous allez pouvoir acquérir les créations et les produits. Mais la grande escroquerie de Noël, ce sont également des concerts gratuits et puis bien sûr un espace buvette et restauration pour passer un moment convivial. Tout cela se déroule à Saint-Pierre-aux-Nonains, à Metz, les 17, 18 et 19 décembre prochain. Ne manquez pas le rendez-vous pour faire vos emplettes, un site internet pour avoir toutes les informations à ce sujet. Et pour faire vos courses de Noël, vous pouvez également vous rendre dans une toute nouvelle boutique. Elle se trouve rue des Jardins à Metz. Elle s'appelle Schmierlab. Elle est entièrement dédiée à la sérigraphie. Et forcément, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller y faire un tour. Pousser les portes de Schmierlab, c'est s'offrir un voyage au pays de la sérigraphie. Car derrière ce nom se cache un collectif d'illustrateurs, de plasticiens ou de graphistes qui rêvaient d'avoir pignon sur rue. Histoire de proposer à la vente leurs productions, mais également celles d'artistes amis croisés au détour de manifestations, des pièces artisanales produites en petits tirages, signées et numérotées par les artistes eux-mêmes. On joue vraiment le rôle du tirage limité. On imprime de manière artisanale, donc chaque pièce est unique. Et quand une série a été totalement vendue, on ne la réimprime pas. On va la réimprimer peut-être sous une autre manière, avec le visuel qui a évolué, changement de papier, changement de couleur. On joue vraiment sur le fait du tirage limité. Et sur une ouverture à la créativité sans limite aussi. Ici, on a un panel de différentes approches de la sérigraphie avec
Par exemple, ici, le travail de Cyril Rousseau qui va travailler des trames façon gravure et qui réalise des affiches de concert. À côté, on a le travail de Sandra Poirotte, illustratrice pour enfants. Mais on a aussi des sérigraphies de Philippe Tidgat, graphiste, ou là le travail de Patrick Secco qui est une adaptation d'un travail photographique à la base sur les rues de Metz. L'artiste Patrick Secco qui découvre la sérigraphie grâce à Loïc et au Schmir Lab. D'emblée, ce procédé qui nécessite l'utilisation de pochoirs interposés entre l'encre et le support l'emballe et le conduit à orienter son travail photographique vers des prises de vue très graphiques. Je vais prendre l'exemple par exemple de ce pont, le pont Amos. Ce sont des vues de Metz. Voilà, des photos très graphiques qui, traduites en sérigraphie, eh bien, il fallait supprimer tout ce qui était demi-ton. Donc on se retrouve plus qu'avec des aplats. Des aplats dont se joue également la graphiste messine Lise Walgenwitz, qui apprécie le travail d'expérimentation graphique offert par la sérigraphie. Ce qui est pour moi le plus intéressant, c'est l'aplat pour avoir la densité de couleurs et utiliser des encres spéciales qu'on ne peut pas avoir en impression traditionnelle. Donc ça veut dire souvent l'utilisation d'encre argentée ou des fluos. Voilà, et expérimenter le contraste entre ces encres qui sont spécifiques sur d'autres papiers qui ont eux-mêmes leur spécificité en termes de matière ou de couleur, comme du papier craft ou des papiers teintés. Un travail en quête d'épure aussi, qu'elle ne conçoit pas sans musique, chaque sérigraphie se voyant d'ailleurs attribuer un titre de chanson entrant en résonance avec ses créations. Car au Schmir Lab, chacun appréhende la technique à sa façon, comme en témoignent les éditions de l'atelier de sérigraphie La Poule Rouge à Lyon. La collection s'appelle Les Révoltés, une collection de 30 sérigraphies, 30 artistes issus essentiellement de la bande dessinée. Dans cette collection, on peut découvrir différents personnages emblématiques comme Bono, Geronimo et tant d'autres qui vous attendent au Schmir Lab, la seule et unique boutique de sérigraphie à Metz qui vous permettra d'acquérir des œuvres uniques à prix abordable et qui d'ici quelques semaines ouvrira une salle d'exposition mais également un atelier qui vous permettra de vous essayer à votre tour à cette pratique. La boutique Schmir Lab qui vous ouvre ses portes 33 rue des Jardins à Metz. Je vous invite vivement à aller y faire un tour. Vous pouvez également les retrouver sur internet et sur les réseaux sociaux. Et poursuivons nos courses de Noël direction Ars-sur-Moselle où a ouvert il y a quelques mois la Petite Librairie, un lieu convivial tenu par deux sœurs, Delphine et Evelyne. Et c'est cette dernière que je vous propose de retrouver pour qu'elle nous livre son coup de cœur du jour. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de Betty. Je profite de la sortie de cette version collector, cette édition limitée qui est sortie chez Gallmeister récemment, pour vous parler de ce roman qui a fait l'unanimité dans le monde entier, j'imagine, en tout cas qui a fait l'unanimité ici à la Petite Librairie. Betty, c'est l'histoire d'une petite indienne. On va suivre le récit de sa vie. Elle vit avec sa famille de façon un petit peu marginale. Le père est cherokee, la mère est blanche et comme on peut l'imaginer, ils vivent à une époque où ils vont souffrir de l'exclusion, du racisme. Et cette petite fille va se réfugier dans l'écriture à chaque fois qu'elle va devoir affronter un gros coup dur. Et des coups durs dans ce roman, il y en a beaucoup, puisqu'on va suivre l'histoire de cette famille qui cache de terribles secrets. Il y a beaucoup de gros secrets enfouis, des secrets douloureux, des secrets violents, et tout ça va faire surface petit à petit au cours du récit. Et ça donne lieu à une histoire vraiment bouleversante. En général, on dit toujours il y a un avant et un après Betty. Ce livre-là, souvent les gens viennent l'acheter et ensuite ils reviennent en parler. On dit toujours en riant, il faudrait faire des thérapies de groupe post-Betty, parce que cette petite fille, une fois qu'on l'a côtoyée, on ne peut pas la lâcher. On a l'impression qu'on la tient encore par la main pendant des jours et des jours, voire des semaines. Et ce récit, il n'est pas seulement bouleversant et difficile, il est aussi magnifique, parce qu'il y a toute cette poésie de l'univers cherokee. Le père va élever ses enfants selon les préceptes cherokee, il va leur raconter les contes indiens. Voilà, donc il y a toute une musique très très jolie qui en fait un livre vraiment unique.
Oui, Betty, c'est vraiment une petite héroïne qu'on ne peut pas lâcher et qu'on n'oubliera jamais. Le roman est donc de Tiffany McDaniel, qui est une jeune autrice américaine, et Yale Meister, pour les gens qui connaissent ou qui ne connaissent pas, c'est une maison d'édition qui fait de la littérature étrangère, mais qui est spécialisée en littérature américaine. Donc si on cherche de bons auteurs américains, une bonne littérature américaine, Yale Meister, c'est vraiment la valeur sûre. Un livre qui vous attend à la petite librairie à Ars-sur-Moselle et dans toutes les bonnes librairies indépendantes. Et puisque nous parlons de livres, eh bien sachez que cette année, le prix du livre de l'écologie a vu le jour, un prix décerné dans le cadre des 50 ans de l'Institut européen d'écologie. À cette occasion, les libraires des 4 librairies de Metz ont présélectionné 5 ouvrages chacun. Sur les 20 livres choisis, 5 livres dans un premier temps ont été sélectionnés avant qu'un jury composé de journalistes, d'écrivains, d'étudiants décerne le prix ultime. Et je l'ai là entre les mains puisqu'il s'agit de Devenir gardien de la nature de Marine Calmet, qui est juriste, un livre qui est paru aux éditions Tana, un livre dans lequel elle nous raconte son combat en Guyane contre le projet Montagne d'Or. On écoute tout de suite Paul Couturiot, président du jury, ainsi que Marine Calmet elle-même. C'est un livre d'une part qui parle de la protection de la nature, mais avec une dimension supplémentaire qui est la dimension de l'humain, puisqu'on parle également de la protection des peuples autochtones de Guinée française. C'est un livre qui fait la place à la nature, à la protection, à la dénonciation de ce qui se passe en Guinée, avec un manque de respect évidemment des ressources naturelles, mais aussi avec une défense des peuples qui se retrouvent chassés de leurs terres. Et voilà, c'est ce qui nous a décidé, c'est cette dimension humaine supplémentaire. Pour moi, c'est un prix qui vient récompenser aussi tout l'engagement des militants, des peuples amérindiens de Guyane dans ce combat, puisque ce récit, c'est aussi le leur. Et puis, je suis vraiment très heureuse qu'il y ait cette résonance aujourd'hui pour le terme de gardien et de gardienne de la nature, et que ça inspire à la fois les nouvelles générations et aussi les anciennes, celles qui nous ont transmis l'amour de la défense de l'environnement. Ce livre, c'est un récit d'engagement. On suit sur plusieurs chapitres les luttes en Guyane, on découvre aussi les nouveaux peuples que moi j'ai découvert là-bas, c'est-à-dire les peuples amérindiens de Guyane. Et puis en même temps, c'est un parcours, c'est-à-dire c'est le parcours de quelqu'un qui s'engage, qui découvre comment devenir gardien en passant par différentes étapes. Et donc en fait, c'est un appel à toutes les générations qui souhaitent s'engager à pouvoir changer notre regard sur le monde. Je donne des étapes qui ont été les miennes pour s'engager à devenir gardien, à avoir une nouvelle place en fait dans notre société. Devenir gardien de la nature de Marine Calmet, qui a reçu le prix du livre de l'écologie 2021, un livre à mettre entre toutes les mains et à se procurer donc de toute urgence. Et il y a urgence également à retrouver nos 2 trublions de service, à savoir Tom et le Lord, qui ne manquent pas d'imagination pour chaque jour nous surprendre. Regardez. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer le fameux tour de la chasse aux pièces. Un seau, vide. Maintenant, le magicien capture des pièces dans les airs, un peu partout. Tenez. Maintenant, voici l'explication. Pour ce tour, il vous faut un Tom, des pièces, un seau, un deuxième seau, du fil de pêche, mais pour l'explication, nous allons utiliser ce fil nettement plus voyant, du scotch transparent, une chemise, une sucette goût acidulé, une boîte de pâte penne rigate, très important. Et maintenant, voici la préparation secrète. La pièce est reliée directement à la sucette grâce au fil de pêche. Le fil de pêche passe sur mon avant-bras, à l'intérieur des pattes. C'est pour ça qu'il faut utiliser des penne rigate car elles sont creuses, voyez, comme ceci. Donc, il y a un guide et vous les fixez avec du scotch. Donc, Tom a la sucette à la bouche. La pièce est dans ma main. Quand il lâche la sucette, regardez,
la pièce redescend, il la remet à la bouche, la pièce remonte, il la lâche, elle redescend. Maintenant, comment les pièces apparaissent dans le seau? Il y a 2 seaux. Un seau normal. Et un seau que nous avons découpé. Dans ce seau, d'abord, vous allez placer les pièces au fond du seau. Ensuite, on prend le seau avec la petite découpe, on le place au fond. On regarde bien, quand on monte vite comme ceci, on ne voit pas qu'il y a les pièces. Pour l'apparition de pièces, on change de position le seau, les pièces arrivent, et là, vous voyez, elles tombent dans notre main. Il n'y a rien de plus simple. Donc maintenant, voici la démonstration. Et maintenant, vous pouvez le refaire à la maison. Tom et le Lord qui vous donnent rendez-vous au mois de janvier pour de nouvelles aventures fantasques. En attendant, vous pouvez toujours les suivre sur leur chaîne YouTube. L'heure est déjà venue de refermer la boîte à malice. Je vous propose de le faire en musique, comme toujours, avec aujourd'hui l'auteur-compositrice-interprète Laura Ken, dont je vous parle très souvent et qui vient de dévoiler son tout nouveau clip, Désarmée. Un clip dans lequel elle a convoqué les 3 héroïnes, 3 actrices de ses 3 clips précédents. Et le résultat est désarmant de délicatesse. Allez, bye bye. J'ai tant marché que mes pieds se sont brisés. Le temps s'écoule et moi je coule tant qu'il est temps. J'ai tant